Re-salut les troisième années. Alors je suis de retour. Comme on s'est arrêté au titre du choc hypovolémique, on va reprendre le cours en commençant directement par ce titre. Je vous ai défini de façon générale ce que c'est qu'un état de choc, quels sont les différents mécanismes de l'état de choc. Maintenant, on va essayer de nous focaliser essentiellement sur le choc hypovolémique. Je vous avais parlé de l'hypovolémie. Donc, le choc hypovolémique est la conséquence d'une diminution ou d'une réduction brutale, importante et durable du volume intravasculaire, de la masse sanguine, soit par perte plasmatique unique ou par perte sanguine totale. Là, l'hypovolémie, c'est la baisse du volume sanguin circulant ou de la masse sanguine. C'est clair. Responsable, cette hypovolémie va être responsable d'une diminution du débit cardiaque. Par quel mécanisme le débit cardiaque diminue au cours de l'hypovolémie? C'est la diminution de la précharge, donc par diminution du retour veineux qui va aboutir à une diminution du volume d'éjection systolique, ce qui signifie une chute du volume total circulant. Le cœur ne reçoit pas le volume qu'il doit éjecter, donc il ne va pas éjecter un volume satisfaisant. L'effondrement du débit cardiaque par baisse du volume d'éjection systolique, secondaire à une baisse de la précharge, c'est-à-dire baisse du volume télédiastolique, va compromettre l'activité métabolique des tissus et donc le fonctionnement de tous les organes. Les organes ne vont pas recevoir une bonne garniture en oxygène et en nutriments, donc ils vont souffrir. Les chocs hypovolémiques sont la conséquence d'une hypovolémie. Cette hypovolémie peut être vraie ou relative. L'hypovolémie vraie, autrement dit absolue, survient suite à des hémorragies, des pertes. C'est des pertes matérielles. Il y a une perte qui a abouti à une hypovolémie. Ça veut dire qu'il y a une sortie du sang ou du plasma de son contenant vasculaire. D'accord, donc le contenant vasculaire, il va perdre son contenu. C'est ça l'hypovolémie vraie ou absolue. Les hémorragies, les pertes digestives, les vomissements, les diarrhées, des brûlures étendues par perte plasmatique, des défauts d'hydratation par déshydratation ou autre. L'hypovolémie relative, il n'y a pas une perte du contenu vasculaire, mais plutôt une diminution du tonus vasculaire. C'est comme s'il y a un affaissement des parois vasculaires qui ont perdu leur tonus et qui en fait qu'il y a une vasoplégie. C'est quoi une vasoplégie? C'est comme une paralysie des vaisseaux. C'est les vaisseaux qui perdent leur tonus, pardon. C'est les vaisseaux qui perdent leur tonus, donc il va y avoir une insuffisance vasculaire qui va prendre l'aspect d'une hypovolémie. Mais en réalité, nous n'avons rien perdu. La seule chose qu'on a perdue, c'est la réactivité vasculaire. Ça, on l'observe dans les chocs surtout septiques. La sévérité, même anaphylactique, la sévérité de l'état de choc dépend de l'importance et de la vitesse de réduction de la volémie. Ça veut dire la sévérité ou la gravité d'un état de choc hypovolémique est directement proportionnelle à la vitesse de la réduction, c'est-à-dire la vitesse d'installation de l'hypovolémie. Est-ce que cette hypovolémie s'est installée en 2 minutes? Elle s'est installée en 1 heure? Elle s'est installée en 2 heures? Voilà, donc plus elle est rapide, plus elle est brutale, moins le pronostic est bon. Et donc, de la volémie ainsi que l'efficacité des mécanismes compensateurs. Parfois, il y a une déficience ou une défaillance des mécanismes compensateurs, qui sont insuffisants vis-à-vis de la perte volémique. Maintenant, on va essayer de vous expliquer étape par étape la physiopathologie du choc hypovolémique, c'est-à-dire comment notre organisme va réagir vis-à-vis de cette perturbation, on va dire, circulatoire ou de cette insuffisance circulatoire d'installation brutale, et est-ce qu'il va réussir à se rattraper ou pas. Là, juste sur ce diagramme, vous pouvez en fait euh, vous appuyez sur ce diagramme pour comprendre comment se produit la baisse du débit cardiaque suite à une hypovolémie. Donc nous avons une baisse
du volume sanguin efficace, le volume sanguin circulatoire total, donc une baisse de la pression systémique moyenne, une baisse du retour veineux systémique, nous avons perdu du liquide. Comment voulez-vous qu'on reçoive suffisamment de volume sanguin au cours de la diastole au niveau des ventricules? Donc il va y avoir une baisse de la précharge ventriculaire et par conséquent une baisse du débit cardiaque. Attardons-nous maintenant sur la physiopathe. Quand il y a une baisse du volume intravasculaire, de la masse sanguine, hypovolémie, il va y avoir une baisse du retour veineux, ce qui est à l'origine d'un remplissage ventriculaire moins satisfaisant, donc diminution du volume diastolique qui va finir par une diminution du débit cardiaque. C'est ce que je viens de vous expliquer. La baisse du débit cardiaque est synonyme d'une diminution du transport artériel de l'O2. Voilà, je vous demande de retenir la formule, le contenu artériel en O2 multiplié par le débit cardiaque nous définit le transport artériel de l'oxygène. Donc si nous avons une baisse du volume du débit cardiaque, il va y avoir une baisse consécutive du transport artériel en oxygène. Donc une hypoxie, les cellules vont être mal oxygénées, voire non oxygénées, malgré l'augmentation de l'extraction périphérique de l'O2. Parce que la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle reçoit peu d'oxygène, elle va essayer de s'acharner et d'augmenter son pouvoir d'extraction périphérique en O2. Voilà, donc il va y avoir une augmentation de l'extraction périphérique en O2. Comment est-ce qu'on sache il y a une augmentation de l'extraction périphérique de l'O2, c'est l'augmentation de la différence artério-veineuse. Il va y avoir une augmentation supraphysiologique. En temps normal, on n'a pas cette différence artério-veineuse aussi importante. Conséquemment, une souffrance tissulaire va s'installer, les cellules reçoivent peu d'oxygène, elles essayent d'augmenter leur pouvoir d'extraction, mais elles ne réussissent pas à compenser cette baisse du transport artériel de l'oxygène, donc à remédier à cette hypoxie, dysoxie, voire anoxie carrément. Donc il va y avoir une souffrance tissulaire s'installe et se généralise pour réaliser un tableau de défaillance multiviscérale au stade ultime. Pourquoi on parle de défaillance multiviscérale? Parce que l'atteinte est systémique. C'est pourquoi je vous ai parlé du système cardiovasculaire. Une atteinte du système cardiovasculaire va intéresser tous les autres organes. Pourquoi? Parce que c'est un pilier. D'accord, c'est un pilier physiologique dont le fonctionnement est indispensable pour pouvoir subvenir aux besoins énergétiques et en oxygène des différents tissus de tous les organes de notre organisme. Donc dès que ce système dysfonctionne, il va y avoir une atteinte de tous les organes en même temps. On va parler ainsi d'une défaillance multiviscérale. C'est tous les viscères de notre organisme qui vont souffrir simultanément. Ils ne vont pas souffrir au même degré ou au même niveau parce qu'ils n'ont pas tous le même, on va dire, le même niveau de réserve, mais soyez sûr que l'atteinte va intéresser tous les organes et en même temps. Dans l'état de choc hémorragique, perte de globules rouges, donc on perd du sang, on perd du plasma et on perd les cellules. En plus de la baisse de la volémie, il y a une baisse de la volémie, il y a une baisse du débit cardiaque, il y a une baisse du transport artériel en oxygène. Parce que le débit cardiaque, le transport artériel en oxygène, c'est quoi? C'est le débit cardiaque multiplié par le contenu artériel en oxygène. Donc au cours d'un choc hémorragique, j'ai perdu du plasma, j'ai perdu du volume. Donc, j'ai diminué mon débit cardiaque et j'ai perdu des globules rouges qui sont responsables du transport de l'oxygène. Et donc, il va y avoir une hypoxie encore plus grave que lorsque la perte est restreinte au volume plasmatique uniquement. Donc, si je perds du sang total, ça va être plus grave qu'une perte plasmatique unique. En plus de la baisse de la volémie, il va y avoir une anémie. Cette anémie, c'est l'hémoglobine qui va baisser. C'est quoi la définition de l'anémie? C'est la baisse de la concentration d'hémoglobine de notre organisme, baisse de nombre de globules rouges et baisse de l'hématocrite, etc. Une anémie est observée et participe à la diminution du transport. Donc, ça va encore aggraver la diminution du transport artériel de l'O2. Donc, les cellules sont gravement
mal oxygénés et par conséquent, l'augmentation de la production de lactate va être très très notable. Alors, c'est ça, et bien sûr, la sortie de lactate dans le sang va entraîner une acidose métabolique lactique qui va contribuer, voilà, à aggraver davantage la défaillance circulatoire dont on souffre. Et donc, c'est ce on parle de cercle vicieux, c'est-à-dire toute conséquence va entretenir la cause et ça va s'aggraver au fur et à mesure. Maintenant, voilà, il y a une défaillance que je viens de vous exposer, c'est-à-dire en quoi consiste cette défaillance, comment les cellules commencent à souffrir, mais il y a en fait des systèmes compensateurs dans notre organisme qui vont essayer de remédier à cette perturbation avant que les choses ne soient plus graves que ça. Il y a en fait une réaction sympathique. C'est la première phase ou la première réponse de notre organisme à cette hypovolémie. Dès que le volume sanguin en fait, la volémie diminue, il va y avoir une baisse du retour veineux, il va y avoir une baisse du débit cardiaque, le sympathique se réveille, il s'alarme, il commence à réagir de façon à ce qu'il compense cette perturbation. Ok. Alors, au cours de la phase sympatho-excitatrice, comme son nom l'indique, notre contingent sympathique du système nerveux autonome va s'exciter et il va médier la phase compensée de l'hypovolémie. Voilà, c'est le sympathique qui se stimule en réponse à une hypovolémie. Il y a plein de réflexes qui aboutissent à la stimulation sympathique. Nous avons le baroréflexe par baisse de la pression artérielle. Nous avons les volorécepteurs contenus dans les cavités cardiaques qui vont également sentir cette diminution du retour veineux. Donc elles vont également contribuer accessoirement à la stimulation du sympathique. L'hypoperfusion des organes périphériques, ne pas oublier l'hypoperfusion rénale et autres. Donc toutes ces modifications secondaires à l'hypovolémie vont contribuer à réveiller notre sympathique. Le sympathique, donc il va se réveiller suite à l'hypovolémie aiguë et il va intervenir dans le but de gérer cette situation urgente et de redistribuer le volume sanguin. Pourquoi? Parce que son principal objectif à ce moment-là de détresse, je dis bien de détresse, est de préserver les organes vitaux parce qu'ils sont très sensibles à l'hypoxie, à l'hypoperfusion. D'accord? Donc ils sont très sensibles. Pourquoi? Ils n'ont pas de réserve. Dès que cette hypoperfusion, quelques temps après l'installation de l'hypoperfusion, les cellules commencent à se nécroser, notamment nos neurones. Et en deuxième degré, le cœur, le myocarde. Donc ces deux organes-là nobles, qui n'ont pas assez de réserve et qui sont responsables de notre vie, c'est des organes vitaux nobles, ils vont souffrir, ils sont très sensibles à l'hypoxie et à l'hypoperfusion, donc ils vont souffrir rapidement. Et donc, l'objectif principal du sympathique, c'est de préserver ces organes, mais au prix d'une hypoperfusion d'autres territoires sacrifiés. Ce sont des territoires moins importants et c'est des territoires moins sensibles à cette hypoperfusion. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu de réserve, ils peuvent patienter un peu jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre, on va les reperfuser tranquillement. La baisse de la pression artérielle secondaire à l'hypovolémie, t'arbotes la volémie, la pression artérielle, ça va de soi, elle va diminuer. Ça va provoquer une stimulation des barorécepteurs. Voilà, les barorécepteurs, on les retrouve au niveau du sinus carotidien. Vous savez, l'artère carotide commune, avant de se bifurquer, elle va se dilater un petit peu pour constituer un sinus. Et puis, elle se bifurque à hauteur de C4. C'est le sinus carotidien qui comprend sur ses parois donc des barorécepteurs. Nous avons également d'autres barorécepteurs au niveau de la crosse aortique. Voilà, et au niveau des territoires splanchniques, ça va de soi au niveau digestif, au niveau rénal, un peu partout. Et quand je parle de territoire splanchnique, ça veut dire je parle de la circulation digestive, je parle de la circulation hépatique et de la circulation splénique. Voilà, ça n'implique pas la circulation rénale. D'accord, les territoires sacrifiés au cours du choc hypovolémique sont le territoire splanchnique et la circulation rénale, et bien sûr tous les autres organes moins importants que ces organes-là, tout comme la peau, d'accord, c'est-à-dire le territoire cutané, tégumentaire, etc.
Et nous avons des barorécepteurs également dans le système à basse pression cardio-pulmonaire, dans l'oreillette droite, dans les artères pulmonaires, etc. Ces barorécepteurs-là, comment vont-ils stimuler notre sympathique? Ils vont diminuer leur décharge, c'est-à-dire quand il y a des pressions élevées, ces barorécepteurs sont stimulés, donc ils vont décharger et ils vont inhiber le sympathique pour avoir l'équilibre des pressions artérielles, de la fréquence cardiaque, de la contractilité, etc. Mais dès que ces récepteurs déchargent très peu, ça veut dire que la pression artérielle a diminué. C'est des barreaux. Ils sont sensibles aux modifications de la pression. C'est des modifications barométriques. Donc, dès que ces pressions commencent à diminuer, ces récepteurs sont alarmés. Que vont-ils faire? Ils ne sont pas alarmés, en fait, ils sont éteints et c'est le sympathique qui va s'alarmer en revanche et donc il va intervenir. Il va intervenir pour augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la contractilité cardiaque, assurer une vasoconstriction, voilà, pour rétablir cette baisse de la pression artérielle. Il faut bien savoir que les centres responsables alors du traitement et de l'intégration des décharges issues de ces barorécepteurs sont situés au niveau du tronc cérébral, plus précisément au niveau du bulbe, le bulbe rachidien, ce qu'on appelle également la moelle allongée. D'accord? Ces centres sont ainsi stimulés, c'est les centres sympathiques qui entraînent une augmentation de l'activité sympathique périphérique efférente. C'est-à-dire, il y a une baisse des afférences issues des barorécepteurs qui va entraîner une augmentation des efférences sympathiques. Les chémorécepteurs aortiques également, sino-carotidiens et centraux, il y a des chémorécepteurs au niveau central. Voilà, rappelez-vous du cours de la régulation respiratoire, vous l'avez fait au cours de la première unité l'année passée, donc en physiologie respiratoire. Donc les chémorécepteurs aortiques, sino-carotidiens et centraux contribuent aussi à cette stimulation en réponse aux variations du pH, parce que si nous avons une souffrance, d'accord, si nous avons une mauvaise oxygénation de notre sang, le CO2 issu des cellules va augmenter. Ce CO2 a la capacité donc de diffuser à travers donc la barrière hémato-encéphalique. À ce niveau-là, il va subir une transformation en proton, d'accord, et puis en présence de l'eau, voilà, CO2, H2O, acide carbonique, ensuite acide carbonique, oh là là, il va se scinder en deux pour donner alors des protons et quoi? J'ai en fait des protons qui vont être à l'origine alors de cette augmentation diminution du pH au niveau cérébral, une augmentation de la PCO2, diminution de la PO2. L'activité sympathique va s'exercer à plusieurs endroits. On commence au niveau médulo-surrénal. Que va faire le sympathique au niveau médulo-surrénalien? Il va stimuler la médulo-surrénale. D'accord, la médulo-surrénale, c'est une glande endocrine qui occupe le centre de la surrénale, d'accord, et qui s'occupe de la sécrétion, de la synthèse et de la sécrétion endocrine des catécholamines. Voilà, pour répondre à cette stimulation sympathique, elle va sécréter de l'adrénaline à hauteur de 80% et de la noradrénaline à raison de 20%. Ces catécholamines vont renforcer la réponse sympathique à l'hypovolémie. Ça va entretenir, ça va potentialiser la réponse sympathique médiée par les nerfs sympathiques, et ces catécholamines-là vont contribuer également à renforcer la réponse sympathique parce que c'est les mêmes médiateurs. Les médiateurs sympathiques, c'est quoi? Noradrénaline, adrénaline. La médulo-surrénale va de même sécréter de la noradrénaline, adrénaline. Au niveau sympathique, il va assurer une vasoconstriction artérielle pour corriger la pression artérielle, une vasoconstriction veineuse pour augmenter le retour veineux et corriger la diminution de la précharge. Voilà. Et donc, au niveau capillaire, l'action sympathique se manifeste par une diminution de la pression hydrostatique. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une diminution de la pression hydrostatique? Parce que le sympathique va stimuler une contraction des sphincters précapillaires. Donc, le sang ne va pas passer abondamment et avec une haute pression au niveau des capillaires. Et donc, il va y avoir une baisse de la pression hydrostatique parce que la perfusion des capillaires a baissé du fait de la contraction des sphincters précapillaires. Voilà, favorisant donc la baisse de la pression hydrostatique va diminuer la filtration, c'est-à-dire va diminuer le passage des liquides du compartiment capillaire vers le compartiment interstitiel. Donc c'est une réponse compensatrice qui permet de préserver le volume sanguin résiduel et de contribuer encore
à favoriser le passage liquidien de l'interstitient vers le capillaire. Parce que s'il y a une baisse de la pression oncotique au niveau de l'extrémité artériolaire des capillaires, il va y avoir la pression oncotique ou osmotique, d'accord, qui va en fait c'est la pression colloïdale, exactement. La pression colloïdale au niveau de l'extrémité artériolaire, en principe, c'est la pression hydrostatique qui l'emporte. Là, dès qu'il y a cette contraction des sphincters précapillaires, la pression oncotique va augmenter et va l'emporter sur la pression hydrostatique, et donc elle va favoriser, c'est comme si une réabsorption de l'interstitient vers le capillaire. Ces mouvements transcapillaires entraînent une dilution, d'accord. Cette dilution, son objectif est de retaper, d'accord, cette diminution de la volémie, autrement dit, corriger cette baisse de la volémie, d'accord. Nous avons le compartiment vasculaire qui est qui a perdu alors une certaine partie de son contenu. Donc, on va mobiliser tous les moyens qui nous permettront, voilà, à un certain degré, de corriger cette hypovolémie. Donc, il va y avoir une dilution qui participe à la chute de l'hématocrite, c'est une hémodilution, et cela va contribuer à la reconstitution du volume plasmatique, bien que l'hématocrite va légèrement diminuer. D'accord? Au niveau cardiaque, il y a une stimulation inotropique. D'accord, c'est l'inotropisme qui va être stimulé par le sympathique. D'accord, c'est l'inotropisme cardiaque qui va augmenter. Donc, c'est la contractilité du cœur qui augmente. Si la contractilité augmente, donc il va y avoir une augmentation du volume d'éjection systolique. Également, on va augmenter le chronotropisme, c'est-à-dire le nombre de décharges du nœud sinusal qui définissent la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque va augmenter. On va augmenter le chronotropisme. Donc le sympathique, il a un effet lusitrope positif, chronotrope positif, bathmotrope positif et dromotrope positif. D'accord? Et inotrope positif. D'accord. Dromotrope, ça veut dire la conduction des impulsions au niveau du système cardionecteur va augmenter. Bathmotrope positif, il va augmenter l'excitabilité des cardiomyocytes, c'est-à-dire qu'il va rapprocher un peu leur potentiel de repos du seuil de dépolarisation. D'accord, il va l'augmenter. Effet chronotrope, il va augmenter les décharges du nœud sinusal, donc la fréquence cardiaque. Effet lusitrope, il favorise la relaxation des cardiomyocytes, donc une légère dilatation des cavités cardiaques pour permettre un meilleur remplissage. Vous voyez à quel point le sympathique est efficace au niveau cardiaque. Au niveau rénal, il va assurer une vasoconstriction, d'accord? Et bien sûr, il va stimuler via ses récepteurs bêta 1, d'accord? C'est les récepteurs bêta 1, il va stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone. L'aldostérone va venir, l'angiotensine va venir, l'aldostérone va venir. Donc nous avons deux effecteurs, angiotensine 2 et aldostérone. L'angiotensine 2 est un puissant vasoconstricteur. D'accord. Donc il va permettre la correction de cette baisse de la pression artérielle. Il va augmenter le tonus vasomoteur. De 2. La deuxième fonction de l'angiotensine, c'est la stimulation du sympathique et la stimulation de la sécrétion de l'ADH, hormone antidiurétique. D'accord? Et la troisième fonction, c'est la stimulation de la sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone a une action antinatriurétique, donc antidiurétique. Si l'on retient le sodium, l'eau va fidèlement le suivre. Et donc, on a gagné notre partie. Le système rénine-angiotensine-aldostérone est également activé par les barorécepteurs des artérioles glomérulaires. Vous savez que le point de départ de ce système, c'est la sécrétion de la rénine par les cellules granuleuses situées au niveau des artérioles afférentes. Dès qu'il y a une hypoperfusion, d'accord, des glomérules, une hypoperfusion rénale, ça veut dire il va y avoir une sensibilisation de ces cellules qui vont composer à déposer de la rénine dans le sang, donc activer notre système rénine-angiotensine-aldostérone de façon concomitante, une augmentation de l'anabolisme. Que veut dire l'anabolisme? Une augmentation de l'anabolisme et une diminution
du catabolisme de l'albumine sont observés. On sait bien que l'albumine représente 60 à 70% des protéines plasmatiques. C'est elle la reine de toutes les protéines plasmatiques. C'est elle la responsable de la pression oncotique plasmatique. Donc dans cette situation-là, nous avons intérêt à favoriser la réabsorption du liquide interstitiel dans le sang. Pourquoi? Pour augmenter la volémie qui a diminué, d'accord? Qui a diminué, pour corriger l'hypovolémie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de garder un peu plus longtemps cette protéine dans le sang, d'accord? Comment est-ce qu'on va la garder dans le sang? Pour augmenter la pression oncotique et favoriser la réabsorption interstitielle, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la dégradation, le catabolisme de l'albumine, et en revanche, on augmente l'anabolisme de celle-ci au niveau hépatique. Bien que le foie, il va quand même souffrir, voilà, de l'hypoperfusion, mais il va contribuer à cette action-là compensatrice par excellence. D'accord? Parce que tous les organes, ils vont essayer de loin ou de près à compenser. Nous avons des organes principaux fondamentaux dans la compensation, d'autres, ils participent accessoirement, mais ils participent. Donc, l'augmentation de la pression oncotique, augmentation de la réabsorption, regardez, augmentation de la réabsorption au sein des lits capillaires, que se passe-t-il? Augmentation de la réabsorption au sein des lits capillaires, qui va contribuer à la reconstitution de la volémie qui a remarquablement diminué. L'augmentation du drainage lymphatique également. C'est de la même façon, les lymphatiques, ils sont stimulés par le sympathique à titre d'information, d'accord? Ils vont essayer d'augmenter leur tonus et d'augmenter leur pouvoir aspiratif. Parce que les lymphatiques, ils jouent un rôle aspiratif. Ils absorbent le liquide interstitiel et ils le drainent. Le drainage, il va augmenter. Et on sait bien que la finalité du système lymphatique, c'est quoi? C'est le système veineux. Et le lymphatique, il va également contribuer à corriger cette hypovolémie. La circulation splanchnique se trouve sacrifiée. D'où apparition d'une ischémie interstitielle et augmentation de la perméabilité intestinale. Parfois, en fait, le sein, du fait que l'hypoperfusion splanchnique va durer un peu longtemps parce que l'hypovolémie était franche et grave. Voilà, donc la paroi intestinale, du fait de l'ischémie, elle va commencer, je ne sais pas si je peux le dire, à se désintégrer. C'est pas une désintégration, ça veut dire une nécrose, mais c'est une augmentation de la perméabilité intestinale qui est une source de perte plasmatique qui pourrait aggraver encore les choses. Hein. Mais cette augmentation de la perméabilité intestinale est un stade de pré-nécrose intestinale. D'accord? Donc c'est parmi les phénomènes qui on va dire, qui inaugurent ou qui introduisent la nécrose ou la destruction des parois intestinales par ischémie. D'accord? Lorsque le volume intravasculaire est diminué de 25% chez des volontaires sains, ça c'est une étude expérimentale qui a été faite, la réponse adrénergique sert au maintien de la pression artérielle et permet une compensation de la chute du retour veineux. D'accord, c'est-à-dire lorsque la perte est estimée à 25%, nous avons perdu 25% de notre volémie, le sympathique va être très efficace à corriger le retour veineux et la pression artérielle. Entre 25 et 50% de perte, la pression artérielle va baisser. Le sympathique, il va quand même essayer à corriger la baisse de la pression artérielle via la vasoconstriction, via l'angiotensine, via l'ADH, etc. Et j'ai oublié de parler de l'ADH. Vous savez que l'ADH c'est une hormone antidiurétique, donc elle va contribuer à retenir l'eau dans le sang et elle a une action vasoconstrictrice. C'est une vasopressine. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'ADH. Pardon. Lorsque les pertes sont entre 25 et 50%, la pression artérielle va baisser, le retour veineux va baisser, le débit cardiaque va baisser, la tachycardie s'accentue, d'accord, mais dès que le cœur il va augmenter la fréquence cardiaque, c'est la réponse au sympathique, mais cette fréquence cardiaque risque de se solder par un désamorçage de la pompe cardiaque. Le désamorçage de la pompe cardiaque va se traduire par une baisse de la fréquence cardiaque, mais vraiment une baisse importante, c'est une bradycardie qui annonce le désamorçage de la pompe cardiaque qui est de très très mauvais pronostic.
Lorsque l'hypovolémie est modérée, la réponse sympathique est efficace. Notre organisme arrive à pourvoir à la déplétion volémique et à solutionner ses répercussions hémodynamiques et métaboliques. D'accord. Lorsque l'hypovolémie est modérée. Mais lorsque l'hypovolémie est importante, on a du mal à y remédier. Voilà, donc là, sur ces schémas, vous avez, donc ça, c'est les mécanismes de compensation au cours de la phase adaptative, au cours de la phase sympatho-excitatrice. Vous savez que il n'y a pas que le sympathique qui va contribuer à cette compensation, mais tous les autres systèmes compensateurs sont liés ou reliés à ce sympathique. Donc on parle de phase sympatho-excitatrice. Voilà que l'activation et les différentes actions du système rénine-angiotensine, ce schéma est vraiment intégral, complet. Voilà, comprendre ce schéma, c'est comprendre le système rénine-angiotensine par excellence. On passe maintenant à la deuxième phase qui nous inquiète, c'est la phase sympatho-inhibitrice, c'est la phase inadaptative, c'est la phase où la compensation sympathique ne donne rien du tout. On observe cette phase-là lorsque les pertes dépassent les 50% de notre volémie. Donc on va observer une bradycardie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je viens d'en parler. Là, je ne cesse de faire des boulettes. Donc, une bradycardie associée à une chute de résistance vasculaire périphérique, donc vasodilatation, qui va se solder par une hypotension artérielle en raison de l'inhibition du sympathique. Ce n'est pas une inhibition d'accord à proprement parler, mais c'est une absence de réactivité de nos vaisseaux vis-à-vis des stimulations sympathiques. Plusieurs phénomènes caractérisent cette phase. Une inhibition centrale de l'activité sympathique initialement présente parce que les centres nerveux vont quand même souffrir de l'hypoxie. Et donc, ils vont cesser de fonctionner. Il va y avoir une inhibition centrale d'activité, l'activation sympathique. Même la tachycardie, elle va contribuer par réflexe, par voie de réflexe. Le vague va intervenir. D'accord, c'est des réflexes, voilà, qui vont augmenter le tonus parasympathique et diminuer le sympathique lorsque la tachycardie est trop forte. Une inhibition centrale de l'activité sympathique, la sécrétion médulo-surrénalienne de catécholamine, notamment d'adrénaline, va accompagner cette phase d'hypotension. Voilà, la médulo-surrénale continue toujours à sécréter des catécholamines pour remédier à cette hypotension. La libération de l'hormone antidiurétique se maintient et l'activité du système rénine-angiotensine, aldostérone également. La bradycardie observée pendant cette phase, je viens de vous en parler, c'est une boucle réflexe vago-vagale. Elle est due à la stimulation des mécanorécepteurs cardiaques. Du fait qu'il y a une tachycardie trop forte, il y a des mécanorécepteurs au niveau des cavités cardiaques, d'accord, qui vont se stimuler, qui vont bien sûr décharger pour que ces influx nerveux, voilà, donc passent au niveau central pour diminuer le tonus sympathique et augmenter le parasympathique, voilà, de façon à remédier à cette tachycardie qui va être remplacée juste après par une bradycardie. Ces récepteurs sont stimulés par la distorsion mécanique du ventricule gauche dont le volume est presque nul en télésystole. D'accord, il y a une distorsion mécanique et il y a une fréquence trop forte. Cette bradycardie est dite paradoxale. Elle a pour objectif d'améliorer le remplissage parce que toute tachycardie compromet la diastole ventriculaire, donc va compromettre le remplissage diastolique des cavités ventriculaires. Mais dans cette situation d'hypovolémie extrême, elle annonce le désamorçage cardiaque. Et le désamorçage cardiaque, c'est pratiquement une annonce de mort qui, en l'absence de thérapeutique, en l'absence de thérapeutique appropriée, la pompe cardiaque ne peut pas faire face à la déplétion volémique car celle-ci est trop importante et donc le cœur, il va se ralentir considérablement. C'est une bradycardie dite paradoxale. Voilà, on a besoin d'une tachycardie, on a besoin d'une activité cardiaque importante, d'une augmentation du débit cardiaque, d'une contraction trop forte, mais le cœur, il va se mettre en repos dans cette situation de détresse. C'est-à-dire au moment où l'on a besoin d'une activité cardiaque forte, le cœur, il se met à se reposer. Et c'est pourquoi qu'on parle de
bradycardie paradoxale, son principal objectif, c'est d'améliorer le remplissage diastolique, chose qui ne pourrait jamais se produire parce qu'on est en hypovolémie. Il n'y a pas de retour veineux efficace. Comment voulez-vous qu'on puisse, améliorer le remplissage diastolique? Alors pour ces deux paragraphe, je crois que j'en ai parlé. À quoi va aboutir l'hypoxie tissulaire au niveau des territoires organiques hypoperfusés ou sacrifiés? Certes, la réponse sympathique est responsable du détournement du sang vers les organes privilégiés, la circulation coronaire et la circulation cérébrale. C'est les deux organes qui vont être contrôlés strictement. Pourquoi? Parce qu'ils sont très sensibles à l'hypoxie et à l'ischémie, au détriment de certains autres territoires, comme c'est le territoire splanchnique, le territoire rénal et le musculo-cutané. N'est pas sans conséquence au niveau de ces derniers. Il faut savoir que ces territoires sacrifiés sont également des organes. C'est des organes qui sont vivants, qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin d'être oxygénés. Donc ce sacrifice-là qu'on fait à leur niveau n'est pas sans conséquence. Il est délétère, mais il est moins délétère que l'hypoperfusion des organes vitaux, à savoir le cerveau et le cœur. En effet, cette hypoperfusion de secours, on va faire une hypoperfusion de secours. C'est-à-dire, on va leur dire, on va essayer de perfuser des organes plus importants. Huma, ils vont dire oui, on est d'accord, parce que ces organes plus importants, Huma est responsable de leur alimentation. Si le cœur s'arrête, le muscle ne pourra jamais être nourri. Donc le muscle, le temps où le cœur souffre, le muscle il va se dire je peux me retenir un peu le temps que l'organe responsable de mon alimentation reprenne. Et donc en effet cette hypoperfusion de secours, c'est une hypoperfusion de secours. Voilà, on est obligé de la faire. Sympatho-induite, elle est induite par le sympathique, va altérer le fonctionnement cellulaire des organes incriminés. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau de ces organes? Une baisse de leur oxygénation, ils sont hypoperfusés par une vasoconstriction, donc ils vont pencher en métabolisme anaérobie, et métabolisme anaérobie, c'est l'hyperlactatémie, ça vous le connaissez. Si la dette en oxygène persiste, parce qu'en fait, si la dette en oxygène persiste, la cellule est en train de produire des lactates et des protons qui passent dans le sang, hyperlactatémie, acidose métabolique lactique, voilà, ça va encore aggraver selon le schéma du cercle vicieux. Si la dette en oxygène persiste, la cellule est exposée à des lésions irréversibles. Là, on parle de cytopathie. Au salmus ladam, la cellule est en train de souffrir avec... elle est en train de souffrir sérieusement. Il y a une dysfonction mitochondriale. Si la mitochondrie dysfonctionne, la cellule peut être considérée comme crevée. Une accumulation intracytoplasmique du calcium. Il va y avoir un chamboulement intracellulaire incroyable. Donc un œdème cellulaire. Et il va y avoir un œdème cellulaire, c'est les cellules qui vont gonfler dû à l'entrée de l'eau et de certains cations Na+ à l'intérieur de la cellule, parce que les cellules sont en déplétion énergétique sévère et grave. Pourquoi? Elles n'ont pas d'ATP et on sait bien que les mouvements ioniques membranaires ou transmembranaires sont régulés par les pompes Na+, K+, ATPase qui doivent consommer de l'ATP pour pouvoir fonctionner. Il n'y a pas d'ATP, ces pompes dysfonctionnent, anomalie de répartition des ions dans les deux milieux intra- et extracellulaires, et ceci va aboutir à ce dont je viens de parler. L'hypoxie se manifeste au niveau de tous les organes et entraîne la libération dans le sang de substances vasoactives. C'est-à-dire dès que l'organe souffre, par exemple le muscle, si le muscle souffre, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on appelle le réflexe, c'est un réflexe intrinsèque au niveau de l'organe en lui-même. Il est hypoperfusé, il reçoit très peu de sang. Que va-t-il faire? Ces vaisseaux, en fait, c'est pas lui, c'est ces vaisseaux, et même certaines cellules organiques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sécréter des facteurs vasodilatateurs, à l'instar des prostaglandines et du monoxyde d'azote, qui vont aggraver et auto-entretenir le choc. Pourquoi? On est en hypotension, les vasodilatateurs. Et donc, ça va entraîner une vasodilatation grave que l'on appelle une vasoplégie. C'est une paralysie des vaisseaux vulgairement. Pourquoi une paralysie des vaisseaux? Déjà, les vaisseaux sont en train de souffrir. Ils réagissent très mal à la stimulation sympathique. De plus,
Ils ont reçu une bonne dose de vasodilatateur, une bonne dose de mélatonine pour dormir. Et donc, les vaisseaux vont s'endormir, ils sont vasoplégiques et l'hypotension va s'aggraver. Le choc, il arrive à son stade ultime et qui est irrécupérable. C'est le moment où ni le remplissage ni les drogues vasoactives ne peuvent donner. Les lésions secondaires à l'ischémie et l'hypoxie tissulaire sont aggravées par le relargage brutal de médiateurs toxiques. On sait bien que, voilà, à ce moment-là d'hypoperfusion et d'ischémie sévère, il va y avoir comment dirais-je, une stimulation, on va dire, du métabolisme oxydatif. Donc le stress oxydatif va s'accentuer, libération de radicaux libres qui sont très nocifs. Ils vont activer des voies de signalisation intracellulaires qui sont cytotoxiques. Voilà, c'est des voies de signalisation qui vont léser les cellules. Et elles vont léser les cellules. Elles vont léser les cellules cytotoxiques et vont stimuler une réaction inflammatoire systémique. Il va y avoir des médiateurs donc pro-inflammatoires ou des cytokines pro-inflammatoires qui vont se libérer dans le sang. Les cytokines pro-inflammatoires, vous savez ce qu'elles donnent quand elles sont libérées de façon systémique, c'est-à-dire qu'elles diffusent à travers tout l'organisme. Elles vont entraîner une dysfonction endothéliale. Cette dysfonction endothéliale est en fait, est la source de toutes les complications irréversibles de tous les chocs en fait, notamment le choc hypovolémique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, cette dysfonction endothéliale va entraîner un écartement, d'accord, intercellulaire. C'est les cellules endothéliales qui s'éloignent les unes des autres parce qu'elles ne sont plus étanches, elles ne sont plus intactes et efficaces, voilà, parce qu'il y a des cytokines pro-inflammatoires qui viennent leur dire écartez-vous, voilà, pour laisser passer du plasma dans l'interstitium, pour que les monocytes passent, les cytokines pro-inflammatoires passent, tout ce qui s'ensuit, les macrophages, ce qui va exacerber l'hypovolémie. Parce que on cherche de reconstituer notre volémie qui est massacrée. Cette dysfonction endothéliale va faire le contraire. Les cellules endothéliales vont s'éloigner les unes des autres pour permettre une fuite plasmatique vers l'interstitium, ce qui va aggraver l'hypovolémie. Ces phénomènes peuvent aboutir à la mort cellulaire et à la prolongation de l'inflammation systémique. À quoi va aboutir donc la reperfusion après un choc hémodynamique? Là, je vous laisse, c'est juste une réaction de la reperfusion en réanimation. D'accord? Ça, c'est un tableau récapitulatif, d'accord, de tout ce qu'on vient d'expliquer. On va maintenant parler des conséquences physiopathologiques de l'anoxie ou de l'hypoxie tissulaire et de la chute du débit cardiaque à un retentissement hépatique. Awel Haja. Le foie, il fait partie des organes sacrifiés. Faites attention. Le rein également. Donc, et tout le tractus gastro-intestinal. Donc, et les muscles squelettiques et la peau. Voilà. Nous avons alors retentissement hépatique. Il est précoce. Le foie, il va souffrir, d'accord, précocement par rapport aux autres organes. Il va y avoir alors une cytolyse hépatique, une diminution de la synthèse et des capacités d'épuration et de détoxification. Voilà, vous savez que le foie est un organe très noble dans la détoxification, dans la synthèse, dans la protéosynthèse surtout. Voilà, donc une diminution des capacités de synthèse, de détoxification, d'épuration. Et sur le plan biologique, on va objectiver un authentique syndrome de cytolyse hépatique par augmentation des transaminases, TGO, TGP ou AZAT-ALAT, une hyperalbuminémie. L'hyperalbuminémie, elle est belle comme pourquoi. Non seulement le foie en augmente la synthèse, mais aussi en diminue donc sa dégradation. Une chute des facteurs de coagulation parce que c'est le foie, voilà, qui en représente l'usine, d'accord, l'usine des facteurs de coagulation est en train de souffrir, on aura un déficit en facteurs de coagulation qui pourrait être une source alors de complications hémorragiques par la suite. Je vais vous parler de la coagulation intravasculaire disséminée juste après. Retentissement rénal, une ischémie corticale surtout, parce que vous voyez que 90% du sang rénal est dirigé vers les néphrons,
superficielles, d'accord, qui sont situées au niveau du cortex, donc une ischémie corticale avec une diminution, voire arrêt de la filtration glomérulaire. Voilà, on met une sonde urinaire, on va observer aucune goutte, c'est une anurie, c'est une anurie, voilà, ou là une oligurie, une diminution sévère de la diurèse, insuffisance rénale fonctionnelle ou pré-rénale. C'est une insuffisance rénale due à une hypoperfusion rénale aiguë, mais cette insuffisance rénale, attention, elle risque de devenir organique, d'accord? Organique, comment elle va se manifester? Elle peut se manifester par une anurie ou là par une diurèse conservée, d'accord? Donc là, c'est des détails qui ne doivent pas trop vous captivez, hein. Les conséquences respiratoires, le retentissement respiratoire, il peut aller de l'hypoxémie, c'est-à-dire baisse de la PaO2. Faites la différence entre hypoxie et hypoxémie. C'est une erreur très fréquente que je n'aime pas voir se reproduire, hein. Jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë. D'accord? L'hypoxémie est due à l'atteinte de la membrane alvéolo-capillaire par un dépôt d'agrégats plaquettaires et de complexes immuns. Nous avons des complexes immuns, anticorps, antigènes, qui forment des complexes immuns, se déposent au niveau des capillaires pulmonaires. De plus, il y a des agrégats de plaquettes parce qu'il n'y a pas de flux sanguin efficace, il y a une stase sanguine, on va dire. Voilà, cette stase sanguine va favoriser l'agrégation et l'agglomération des plaquettes, donc ça va entraîner à l'apparition de cette défaillance de la membrane alvéolo-capillaire, une baisse du débit dans la petite circulation. Voilà, une baisse du débit cardiaque dans les deux sens. Attention, la petite circulation, qui favorise la perfusion des zones d'équilibre. Donc le sang, il va rester au niveau des bases pulmonaires qui sont mal ventilées, alors que les zones qui sont mieux ventilées sont situées au niveau des sommets, chose que vous avez vu l'année passée et qu'on va revoir dans l'unité 1, dans l'unité 2. Donc ces zones moins bien ventilées, voilà, et auquel donc la majeure partie, voire la totalité du sang des artères pulmonaires se dirige, il va revenir les mains vides. Voilà, parce que ces régions-là sont mal ventilées, voilà, avec des troubles du rapport ventilation-perfusion, il va y avoir un rapport ventilation-perfusion inférieur à 1. Voilà, inférieur à 1, mais inférieur à 1, monsieur, inférieur à 1 physiologiquement, d'accord? Le syndrome de détresse respiratoire aiguë entraîne une hypoxémie sévère et secondaire. Une hypoxémie sévère, en plus des facteurs précédents, elle est secondaire à des facteurs iatrogènes. Le remplissage rapide, attention, quand on remplit très rapidement, on risque d'entraîner un véritable OAP, œdème aigu du poumon. C'est comme l'œdème qui se produit au niveau tissulaire, mais au niveau pulmonaire. Qu'est-ce que ça veut dire, œdème au niveau pulmonaire? Ça veut dire qu'il y aura un épanchement, d'accord? Il y aura du liquide qui passe dans l'interstitium, et plus il est abondant, plus il commence à contaminer les alvéoles. Donc les alvéoles vont, au lieu d'être ventilées, elles sont remplies d'eau. Les lésions induites par les fractions inspirées d'oxygène élevé, attention, l'oxygène avec des fractions élevées est toxique. D'accord? Voilà, en réanimation, on fait attention. Les troubles de l'hémostase, on observe surtout la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée. C'est quoi la coagulation intravasculaire disséminée? C'est une coagulopathie de surconsommation. Il va y avoir les plaquettes qui s'agrègent du fait de la stase sanguine, au niveau des pieds, au niveau des membres inférieurs, au niveau du poumon et un peu partout dans les organes. Il va y avoir une stase sanguine. Les plaquettes auront tendance à s'agréger, d'accord? Parce qu'il y a une stase sanguine, surtout quand il y a une perte plasmatique. Qui te connaît une perte plasmatique, il va y avoir une augmentation de la viscosité. Donc les plaquettes vont s'agréger, il va y avoir une thrombopénie de surconsommation, il va y avoir une baisse du TP. Ouais, là, une baisse du TP. Le TP, il reflète quoi? Il reflète les facteurs de coagulation, vitamine K dépendants. Ouais, là, les facteurs de coagulation, vitamine K dépendants ont diminué. Parce que l'usine est malade. Qui c'est qui est l'usine? C'est le foie. Salam alaikum.
Les retentissements digestifs, il va y avoir des ulcérations gastro-duodénales aiguës. Je vous ai parlé de l'augmentation de la perméabilité intestinale, voire des ulcères de stress. Immunodépression du choc hémorragique. Le choc hémorragique, il va s'accompagner d'une immunodépression. Ouais, lèche. Quand on perd du sang, on perd des cytokines, on perd des molécules du complément, on perd des cellules immunitaires, les macrophages, les lymphocytes. Donc, il va y avoir une dépression des fonctions macrophagiques, lymphocytaires au moment où il y a un haut risque de translocation bactérienne digestive. Ouais, lèche. Parce que lorsque la perméabilité intestinale, d'accord, augmente, on sait bien que physiologiquement, notre tractus intestinal est colonisé par des bactéries. C'est le fameux microbiote. C'est environ 1 kilo plus de bactéries, d'accord, qui colonisent notre tractus intestinal, d'accord, voilà, entérocolique, hein, voilà, surtout colique. Nous avons, en fait, ça dépasse d'autant le nombre de cellules, le nombre de bactéries que nous avons au niveau intestinal dépasse d'autant le nombre de cellules totales de notre organisme. Donc, augmentation de la perméabilité des parois digestives, par secondaire à une souffrance ischémique et hypoxique. Que va-t-il se passer? Ça va favoriser la translocation bactérienne digestive. Et si les bactéries de la paroi digestive passent dans le sang, elles vont entraîner des dégâts énormes. Et de plus, qu'est-ce que nous avons à côté de cela? Nous avons une dépression de notre immunité. Ouais, là, nous avons perdu du sang. Nous avons perdu seulement du sang et de ces différents précieux éléments immunitaires, macrophages, lymphocytes, tous les éléments dont on a besoin, les molécules, les cytokines, les molécules du complément, non seulement nous avons une défaillance hépatique, on ne peut pas s'en procurer rapidement, voilà, parce que c'est le foie qui synthétise le complément. Et nous avons les cytokines également. Donc, et les cellules, la moelle ne peut pas compenser cette lymphopénie et autres rapidement. Donc, là, il va y avoir un risque infectieux énorme avec des infections graves qui pourraient même aboutir à des chocs, à une septicémie, voire choc septique associé au choc hypovolémique. Et là, ça va être la croix et la bannière. Alors, pour récupérer le malade, ça va être miraculeux. Chose qui m'étonnerait. En effet, l'ischémie intestinale durable altère la muqueuse intestinale, rupture de cette barrière, parce qu'en fait, on sait bien que la muqueuse intestinale est une barrière bactériologique. Nous avons des bactéries bénéfiques au niveau de notre microbiote, mais si elles passent dans le sang, elles sont très méchantes. Cette rupture favorise le passage de bactéries, mais aussi d'endoxines, parce qu'il n'y a pas que les bactéries, il y a même leurs petites filles, qui sont les endoxines. D'accord. Et les endoxines, si elles passent dans le sang, elles sont susceptibles d'entraîner le sepsis, c'est une endotoxémie dans le sang et ça va entraîner des complications. Je voudrais pas anticiper les choses parce que je vais vous en parler en long et en large dans le choc septique. Et cette translocation bactérienne peut survenir dès les premières heures du choc et son incidence croît les jours suivants, bien sûr, bien sûr, dès que le choc s'installe, même hypovolémie modérée, d'accord, voire minime, d'accord, cette translocation bactérienne peut survenir très tôt et bien sûr son incidence ou son importance va croître les jours suivants parce que les jours suivants, l'hypovolémie ne va cesser d'aggraver sauf si la prise en charge initiale était adéquate et était précoce. Alors je vous ai mis ce très beau schéma qui vous récapitule tout le récit que je viens de vous raconter. Étude clinique du choc hypovolémique, bien sûr, on a besoin d'étudier, voilà, donc notre choc hypovolémique sur le plan clinique, autrement dit, comment va-t-il se manifester sur le plan clinique? Quelles sont les manifestations qui doivent m'affoler devant un choc hypovolémique que je n'ai pas encore diagnostiqué, d'accord? Alors, sur le plan clinique, le choc hypovolémique associe des signes d'hypoperfusion tissulaire,
bien sûr, et des signes de compensation physiologique, habituellement une hypotension artérielle. Vous avez ces trois signes-là. Les signes d'hypoperfusion tissulaire, des organes hypoperfusés, on va voir leurs signes. Exemple, une oligurie ou une anurie urinaire. Voilà, c'est une baisse de la diurèse ou absence de la diurèse secondaire à une hypoperfusion rénale. Les signes de compensation physiologique, augmentation de la pression artérielle, la tachycardie. Voilà, la tachycardie surtout, et habituellement une hypotension artérielle qui est en fait l'ami intime des états de choc. Les signes cliniques de l'insuffisance circulatoire sont des éléments cardinaux du diagnostic de l'état de choc. Voilà, c'est eux qui nous permettent de poser le diagnostic associé à certains, bien sûr, éléments paracliniques. La mesure de la rotation, de la pression, artérielle et la recherche de signes cliniques d'hypoperfusion sont des éléments indispensables dans cette démarche diagnostique. Il s'agit d'un choc froid. Qu'est-ce que ça veut dire un choc froid? C'est-à-dire l'hypoperfusion, voilà, l'hypoperfusion périphérique. L'hypoperfusion périphérique, non seulement elle est importante, mais la compensation n'a pas réussi à rétablir la défaillance circulatoire qui s'est produite. Alors, c'est un choc froid avec des signes systémiques cutanés, cardiovasculaires, pulmonaires, rénaux, neurologiques. Cutanés. On va observer des marbrures. Ces marbrures adorent s'exprimer ou se manifester au niveau des coudes et au niveau des genoux. Voici les marbrures. Elles sont de très mauvais pronostics. Des extrémités qui sont froides, une hypoperfusion sévère cutanée, une pâleur. La pâleur, c'est en lien avec l'hypoperfusion, voire une anémie aiguë. Augmentation du temps de recoloration cutanée supérieure à 3 secondes, ça veut dire qu'il y a une hypoperfusion également et une cyanose des extrémités en rapport avec l'augmentation de la carboxyhémoglobine. Des signes cardiovasculaires, hypotension artérielle. La pression artérielle systolique est inférieure à 90, tachycardie plus hypotension, c'est un choc. Des signes pulmonaires, polypnée, voire un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Sur le plan gazométrique, on va retrouver une acidose respiratoire, voilà, associée à une acidose métabolique liée au lactate, à la fermentation lactique et au proton qui l'accompagne. Nous avons la détresse respiratoire aiguë, hypoxémie, hypercapnie, hypoxémie, hypercapnie, acidose. Sur le plan gazométrique, des signes rénaux, oligurie, diurèse inférieure à 0,5 ml par kg par heure, voire anurie, c'est la poche qui est vide. En cas de suspicion d'état de choc, il est indispensable. Dès qu'on suspecte un état de choc, dès qu'on voit des signes évocateurs d'un état de choc, on met en place une sonde vésicale pour pouvoir suivre le temps réel de la diurèse parce que c'est un élément pronostic très important. Des signes neurologiques, anxiété, obnubilation, somnolence, confusion, des troubles de la conscience qui s'installent étape par étape. Ça va commencer par une somnolence, obnubilation, ensuite confusion, somnolence et puis une perte totale de la conscience, voire un coma. D'accord? Qui sont en lien avec une baisse de la perfusion cérébrale. Il n'y a pas une autre explication. Voilà des extrémités qui sont cyanosées. Voilà les marbrures qui ont un rôle primordial dans l'évaluation du pronostic des états de choc. C'est un signe corrélé à la dysfonction microcirculatoire. C'est une dysfonction capillaire. C'est un signe d'affaissement. Très bien. C'est un signe d'affaissement des capillaires. C'est l'affaissement des capillaires qui donne ces marbrures. En outre, on reconnaît quelques signes cliniques en lien avec l'étiologie de l'état de choc. Une pâleur en cas d'hémorragie, parce que ça va s'associer d'une perte de globules rouges, donc il va y avoir systématiquement une pâleur et une baisse de l'hémoglobine, signe de déshydratation, une soif, une déshydratation, le pli cutané qui va être remarquable, des signes liés aux marbrures et autres. Les signes biologiques, nous avons l'hyperlactatémie, d'accord? Voilà, on fait notre hyperlactatémie à la gazométrie, on va la retrouver supérieure à 2 mmol par litre. C'est un signe de gravité, faites attention. FNS, donc anémie en cas d'hémorragie. On évalue l'élévation de l'hématocrite hémoconcentration lorsque le choc est dû à une déshydratation,
due à des brûlures étendues. C'est une perte plasmatique propre. D'accord? Il n'y a pas de perte cellulaire, donc il va y avoir une hémoconcentration. D'accord? Sans pour autant comprendre que la moelle, elle est en train de synthétiser des taux massifs de globules rouges. Non. Voilà, on a perdu du liquide, donc systématiquement, il va y avoir une hémoconcentration. La gazométrie, hypoxémie et alcalose respiratoire au stade initial. Ouais, là, je suis une alcalose respiratoire au stade initial parce qu'initialement, il y a une polypnée. Donc, il y a une excrétion, d'accord, ou une élimination importante du CO2. Mais dès que la détresse respiratoire s'installe, il va y avoir une hypoxémie plus acidose métabolique, plus ou moins acidose respiratoire. Voilà au stade tardif. Acidose métabolique liée à la fermentation lactique, acidose respiratoire liée à la détresse. La glycémie, hyperglycémie au stade initial, sous l'effet de la compensation sympathique. Par la suite, il va y avoir une hypoglycémie parce que le foie, voilà, il va se baisser les bras. D'autres, nous avons une hyperprotédémie, une hyperalbuminémie. Je vous ai expliqué pourquoi. Une perturbation du bilan de coagulation et de l'hémostase, voilà, qui va objectiver une coagulation intravasculaire disséminée. Les étiologies, l'hypovolémie vraie, c'est la conséquence d'une perte matérielle. Hémorragie, c'est du sang. Du plasma, c'est des brûlures. De l'eau au cours de la déshydratation. D'accord. L'hypovolémie relative, c'est la vasoplégie. C'est plutôt, voilà, un item qu'on va développer dans les chocs septiques et dans les chocs anaphylactiques parce que comme c'est des chocs distributifs, d'accord? C'est la paroi vasculaire qui va poser le gros problème. Étiologie du choc hypovolémique vrai. Hémorragie extériorisée. Voilà les différentes hémorragies extériorisées, qu'elles soient gynécologiques, qu'elles soient respiratoires, digestives, un hématome sous-cutané, hématome cérébral, peu importe. Hémorragie non extériorisée intrathoracique, par exemple, un hémothorax, une tamponnade, une dissection aortique, l'aorte qui s'est disséquée. Le plus grand vaisseau de notre organisme s'est disséqué. Imaginez la perte interne que nous allons avoir. Intrapéritonéale, rupture de la rate, voilà par exemple au cours des accidents de la route ou du foie, ou une grossesse extra-utérine, rétropéritonéale, rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, osseuse, une fracture du fémur, d'accord, c'est un très très bon robinet, d'accord, de saignement au niveau du pelvien. Digestif, c'est ulcère gastro-duodénal ou la rupture de varices œsophagiennes ou autres. Et nous avons l'hémolyse aiguë, les accidents transfusionnels, d'accord, c'est un choc post-transfusionnel, d'accord, quand il y a une incompatibilité. Infection, paludisme, septicémie également, parce qu'il va y avoir une hémolyse au cours du paludisme, c'est une hémolyse. Au cours des septicémies également, il y a une hémolyse. Déshydratation aiguë d'origine rénale, polyuréosmotique, diabète insipide, syndrome de levée d'obstacle, insuffisance surrénalienne, d'accord? D'origine extra-rénale quand il y a des sueurs profuses, des sueurs trop abondantes, des diarrhées intenses, des vomissements incoercibles, ça veut dire irrépressibles et prolongés, les occlusions intestinales aiguës par constitution d'un troisième secteur, les pancréatites, surtout aiguës, les péritonites, polypnée, il y a plein d'étiologies. Si vous voulez comprendre le mécanisme physiopathologique de chaque condition pathologique, essayez de le développer tout seul, bien que au fil du programme de la 3e année, vous allez tout voir. Hypoprotédémie, quand nous avons des brûlures étendues par perte plasmatique, quand nous avons un syndrome néphrotique où là une entéropathie exsudative, c'est l'équivalent du syndrome néphrotique mais au niveau de la paroi intestinale, dénutrition sévère et autres, vous allez avoir un cours sur la dénutrition. Et donc les étiologies du choc hypovolémique relatif, la vasoplégie, je vous ai parlé, c'est le vaisseau qui va poser problème, c'est le choc anaphylactique et le choc septique. Voilà, exemple, choc anaphylactique par allergie aux pénicillines. D'accord ? C'est une hypersensibilité de type 1 qui va entraîner un choc anaphylactique par dégranulation des mastocytes. Et nous avons l'origine toxique, d'accord ? L'origine toxique, c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui vont venir enjoindre au vaisseau de s'endormir. Les dépresseurs centraux, les barbituriques, les anesthésiques intraveineux, les sympatholytiques, c'est-à-dire les inhibiteurs du sympathique, les vasodilatateurs, etc.,
Neuroplégique, un traumatisme médulaire, attention, les câbles sympathiques qui sont sectionnés ou qui sont traumatisés, vous allez perdre votre tonus vasculaire, donc vous allez tomber dans la vasoplégie, donc du choc, dans le choc hypovolémique relatif et le choc septique. Voilà les deux futurs objectifs de notre session, d'accord, de nos futures sessions en fait, que je vous ferai bi'idhnillah. En conclusion, enfin on a terminé notre cours, l'état de choc hypovolémique c'est une urgence vitale dont l'évolution est toujours fatale. S'il n'y a pas une prise en charge thérapeutique adéquate et précoce, voilà, l'évolution est souvent désespérante. Le pronostic est conditionné par la précocité de la prise en charge et le nombre de défaillances d'organes. Et j'ai terminé mon cours. Voilà ce petit schéma récapitulatif de quoi? De la physiopathe, voilà, du choc cardiogénique. J'espère que j'étais explicite et je vous laisse, voilà, avancer dans votre programme.